Je vous propose deux corrigés d'exercices sur le principe d'inertie. Premier exercice, on va revenir sur les mouvements du TP11. Et donc pour chaque situation, on va faire le bilan des forces qui s'exercent sur le mobile. Donc faire le bilan des forces, ça veut dire faire l'inventaire des forces, trouver toutes les forces qui s'exercent sur le mobile. Ensuite, on va construire la résultante des forces, c'est-à-dire qu'on va faire la somme vectorielle de ces forces. Et puis, on utilisera le principe d'inertie ou sa contraposée pour expliquer la nature du mouvement. Donc pour commencer, la première situation qu'on a, c'est un mobile qui est lancé sur un plan parfaitement horizontal. Hop. Et puis, pour simplifier, on va refaire un schéma de la situation, puisque on va modéliser tous nos systèmes par des points. Ok. Donc ici, le mobile M. Et ce mobile M, il va subir deux forces. La force de pesanteur, qu'on appelle le poids. Hop, je fais une échelle arbitraire, on ne vous demande pas forcément de trouver les valeurs des forces. Hop. Donc ici, le poids P. Et puis, la réaction du support qui empêche le mobile de s'enfoncer dans la table. Hop. Hop. Bien de la bonne longueur. Qui va compenser le poids. Ce qui fait que si je fais la construction de la somme vectorielle des forces, hop, ici par exemple, peu importe, je la fais sur le côté. Donc j'ai P qui descend de 4 carreaux vers le bas. D'accord. Hop. Et puis, si je construis la résultante ici, donc c'est-à-dire que si j'ajoute le vecteur R au bout du vecteur P, donc le vecteur force R au bout du vecteur force P, j'obtiens une résultante des forces qui est nulle. Si maintenant on observe le mouvement, si on prend la chronophotographie de ce mouvement, alors voilà, cette fois-ci il est de la droite vers la gauche, mais ça ne change rien. Vous constatez que lorsque vous avez tracé les vecteurs vitesse, vous avez obtenu des vecteurs vitesse de direction constante, donc un mouvement rectiligne, et puis de même longueur, donc une vitesse qui est constante, donc un mouvement rectiligne uniforme. C'est normal, le mouvement rectiligne uniforme, puisque la résultante des forces est nulle. Alors, le deuxième cas, c'est donc le mobile qui est lâché en haut d'un plan incliné, donc je vais commencer par dessiner un plan incliné. Hop. Un peu plus long, voici. Et puis, mon mobile, je vais le mettre ici au croisement d'un carreau, ça va être plus pratique. Hop, le mobile M est là. Je vais représenter le poids du mobile. Hop, donc je garde, le mobile il a le même poids que tout à l'heure, donc je vais toujours descendre verticalement de 4 carreaux. Hop, voici le poids du mobile. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la réaction du support est toujours perpendiculaire au support. Question, quelle longueur est-ce qu'on va faire? On va pas faire la même longueur que le poids, ce qu'il faut, c'est que cette réaction du support, elle explique pourquoi le mobile ne s'enfonce pas ou ne lévite pas au-dessus de la table. Donc il va falloir que la distance ici entre la mobile et la pointe, entre le mobile et la pointe du poids, ce soit la même qu'entre le mobile et la pointe de la réaction du support. Donc pour ça, il faut que je trace une parallèle. Donc je me suis mis ici à 11 degrés. Vous avez une règle, une équerre pour faire une parallèle. Donc je me mets ici. Je fais une parallèle. C'est un trait de construction. Vous pouvez le faire avec crayon à papier. Je vais mesurer la distance entre ici cette droite verte et cette droite noire. D'accord. Donc pour ça, je me mets bien perpendiculairement à la droite verte ou à la droite noire. J'avais un angle de 11 degrés. Je prends un angle de 79 degrés, c'est deux angles complémentaires, 79 plus 11, ça fait 90. Et je compte donc qu'il y a ici une grande graduation, plus une moyenne, plus une petite. Ça veut dire que mon vecteur R, hop, ici, donc je vais faire la deuxième parallèle, une grande graduation, une moyenne, petite, donc ici, hop, je trace ma parallèle à nouveau. Je trace ma parallèle puisque je vais avoir besoin de faire plusieurs fois le vecteur R pour faire la construction ensuite de la somme
Donc, nouvelle parallèle, avec la même distance entre la droite noire et chacune des droites vertes. Et mon vecteur R, il est perpendiculaire au support, donc toujours mon angle 79 degrés, toujours votre équerre. Hop. Voici le vecteur R. Si je veux construire la résultante des forces, non, à peine plus loin, assez facilement, je peux refaire mon vecteur R. Hop. Et au lieu de construire P plus R, dans ce cas-là, c'est plus facile de construire R plus P. C'est pas grave, hein, une somme c'est commutatif, on peut la faire dans n'importe quel sens. Donc je vais descendre ici de 4 carreaux, et si vous mesurez, vous allez pile poil arriver, si je descends de 4 carreaux, j'arrive pile poil ici, si vous avez travaillé proprement, vous arrivez exactement sur le plan incliné. Ce qui veut dire que votre résultante des forces, je suis parti de la base de R, je suis arrivé au bout de la base de R, je suis arrivé au bout de P. Elle est ici. Ici c'est P, hein. Une petite bêtise. Hop, voilà. P, P, voilà. Et voici le vecteur résultant des forces, qui tout à l'heure était nul. Cette fois-ci est différent de 0. Hop là, différent de vecteur nul. Voyons ce que ça donne sur le mouvement. Deuxième mouvement, donc, qui était la descente sur un plan incliné. On a de nouveau un vecteur vitesse qui est rectiligne. Mais cette fois-ci, on remarque que sa valeur, le vecteur vitesse, est de plus en plus grande. On a des flèches qui sont de plus en plus longues, ce qui correspond à un mouvement rectiligne accéléré. C'est logique, puisque si je regarde la résultante des forces, on a une résultante des forces qui va vers la gauche, donc qui fait varier aussi le vecteur vitesse, si on peut le lire ainsi, vers la gauche, donc qui fait bien augmenter le vecteur vitesse. Et pour la situation C, si je cherche l'inventaire des forces et que je veux construire la résultante, en fait, je suis toujours sur un plan incliné qui a le même angle, ce qui fait que le bilan des forces va être le même et la construction de la résultante va être exactement la même que pour la situation B. Donc je me retrouve à nouveau avec un vecteur résultante des forces qui est le long de la pente et vers le bas. Sur la chronophotographie du mouvement C, on constate qu'on a de nouveau un mouvement rectiligne, mais que cette fois-ci, on a des vecteurs vitesse qui sont de plus en plus courts. D'accord ? Autrement dit, une vitesse qui diminue. La résultante des forces est la même que précédemment, c'est-à-dire une résultante des forces qui va, comme ça, dans cette direction-là, mais vers la gauche. Donc qui va faire varier le vecteur vitesse, si on peut le dire, vers la gauche, qui correspond bien à faire diminuer la valeur du vecteur vitesse. On vous demande sur le deuxième exercice d'étudier donc le mouvement de Kelvin et Hopes qui font de la luge. Et donc à chaque fois il faut représenter les forces, donc sur chacun des cas. Donc le premier cas, on a un mouvement rectiligne sur le nage parfaitement dallé. Ça veut dire qu'on va se retrouver exactement dans le même cas que le mobile sur le plan incliné lorsqu'il descend. Hop. Ce qui veut dire qu'on a le poids, la résultante des forces, le poids à la réaction du support, et la résultante des forces qui n'est pas nulle, qui explique donc que la luge, elle accélère bien dans la direction de la pente et vers le bas. Et donc forcément, si vous devez construire les deux forces, ce sera la même construction que la construction précédente qui est juste là. Ok. Deuxième cas. Le deuxième cas, hop, ils sont immobiles. Alors ils sont immobiles, mais on aurait très bien pu considérer qu'ils ont aussi un mouvement rectiligne uniforme, d'accord, puisque le principe d'inertie dit qu'on observe le même type de résultante de force. Ça veut dire que s'ils sont immobiles, on ne peut pas avoir une résultante des forces qui est nulle. Pourtant, on a toujours le poids, okay, donc cette résultante des forces là, elle ne peut pas être nulle. Voilà. On a toujours le poids et on a toujours la réaction du support. Et ils sont dans la poudreuse. La poudreuse, elle va les retenir. Et les retenir, c'est-à-dire qu'elle va exercer une force de frottement. Donc typiquement, cette force de frottement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va les retenir. Et donc comment est-ce que je représente une force qui les retient? Ça va être tout simplement la force que je vais dessiner en vert ici. Donc une force qui les retient, qui doit expliquer l'immobilité, c'est-à-dire qui doit expliquer que quand je fais R plus P plus cette troisième force, je tombe sur un vecteur nul. Donc je dois revenir exactement d'où je suis parti, c'est-à-dire sur la base de R à partir de la pointe de P.
voici ce vecteur ici, cette nouvelle force, qui est une force de frottement. On aime bien l'écrire, la force de frottement en physique, avec un F minuscule. Ok, et donc si je fais cette fois-ci la résultante des forces, je tombe sur une résultante des forces qui est nulle. Ok. Et donc si je dois construire les forces sur un schéma, hop, je prends ce morceau-là, hop, même situation. Évidemment, on a collé ça n'importe où. Voilà. Hop, et il faut que je rajoute exactement la même force, petit f, donc je la reporte là, elle fait 1,5, enfin elle fait trois petites unités ici, donc hop, voici les trois forces qui expliquent pourquoi la luge est immobile, ou pourquoi est-ce qu'à partir d'un certain temps, quand vous prenez suffisamment de vitesse, on a un mouvement rectiligne uniforme.